Il est exactement 20 heures à Ouagadougou. Vous qui êtes nombreux à nous suivre, bonsoir, bienvenue à ce journal. Au sommaire, c'est demain que va prendre fin la réception des listes de candidatures à la présidentielle au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, près d'une dizaine de dossiers ont été réceptionnés au greffe du Conseil constitutionnel. Les associations féminines exigent le respect du quota genre à ces élections. Face à la presse, elles ont expliqué les raisons qui ont motivé le recours en invalidation de certaines listes électorales. Dans cette édition, il sera également question de reboisement avec le lancement de la 19e édition de Ouagala Verte. Présidentielle 2015 pour débuter ce journal, c'est la course au dépôt de dossiers au Conseil constitutionnel. Plus de 5 candidatures ont été réceptionnées tout au long de la journée. On peut retenir celui de l'UBN de Yacouba Ouetraogo, MLN de Françoise Toé, NAFA de Djibril Bassolé et une candidature indépendante. Retour sur ces différents dépôts avec Hassan Nakrou. La série de dépôts des candidatures pour les présidentielles du 11 octobre continue au Conseil constitutionnel. Les candidats investis des partis politiques et ceux des candidatures indépendantes en lice se signalent au fur et à mesure. Le premier à ouvrir la vague de dépôt ce jour 20 août 2015 est la candidate du Mouvement de Libération Nationale. Je suis consciente que c'est une lourde tâche, mais je sais aussi que c'est un travail d'équipe. Et si on a pu franchir tous les obstacles pour en arriver à l'âge aujourd'hui, c'est grâce à ce travail d'équipe. Et je compte sur tous pour continuer cette lutte parce que ça ne fait que commencer. Satisfaction également pour l'Union pour un Burkina Nouveau UBN de Yacouba Ouedraogo dont la candidature a été déposée par procuration. Et il est en déplacement. Vous savez qu'à cette période, il y a beaucoup de choses à faire et nous pensons que le bureau exécutif ici présent est largement suffisant pour faire ce travail et lui faire confiance également. Nous sommes convaincus que nous allons en démocrate à la compétition, nous allons aussi en républicain au respect des normes de notre pays, même si cela peut nous étonner. Nous ne nous fâcherons pas outre mesure parce que nous allons continuer à respecter les lois de notre pays. La première candidature indépendante enregistrée ce jour est de Maître Issaka Zampaligri. Je crois que notre peuple a soif de justice à cause de son long passé, une maladie au long cours. Je souhaite incarner ce changement, mais un réel changement. Comme je l'ai dit, ma candidature est placée sous la bannière de Ensemble pour un Burkina de justice, d'équité et de prospérité inclusive. Djibril Bassolé, candidat de la nouvelle alliance du Faso NAFA, a été aussi au rendez-vous pour le dépôt. Je me suis acquitté de cette obligation. C'était un devoir pour moi de soumettre mon dossier de candidature à la Cour constitutionnelle. Nous attendons les décisions et en tout état de cause, la pré-campagne a déjà commencé. Nous attendons le début de la campagne officielle pour nous lancer dans la bataille électorale. Aussi, le candidat dit être serein quant à la validation de sa candidature. Non, je suis beaucoup plus optimiste que vous. Mais si toutefois cette candidature est invalidée, Djibril Bassolé dit être prêt pour un recours. Je suis un républicain, je suis un légaliste. Je contesterai naturellement, mais j'obéirai. Je pense que pour le bien du Burkina Faso, les institutions de la transition devraient jouer la réconciliation parce que je suis persuadé que c'est ensemble que nous bâtirons le Burkina Faso de demain. Les dépôts des candidatures se poursuivent jusqu'au 21 août 2015 à 0 heure. L'UNIEPS a aussi effectué cet après-midi son dépôt au Conseil constitutionnel. Avec la procuration de Benouende Sankara, c'est le directeur de campagne de ce dernier qui a effectué ce dépôt de dossier. La candidature d'Adama Kanazoué de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Agir a également été réceptionnée cet après-midi. Tantôt nous parlions de l'UNIPS, la Fédération des étudiants et scolaires sankaristes, FEDES, a effectué cet après-midi une sortie médiatique pour éclaircir l'opinion publique sur les dernières démissions qu'elle a enregistrées ces derniers jours.
Pour l'organisation, au lieu de 102 démissionnaires, ce sont plutôt 3 départs qu'elle a enregistrés. La Fédération des étudiants scolaires sankaristes accuse même certains démissionnaires d'être de connivence avec le président du CDP, Eddy Komboego. Et pour le respect du quota genre à ces élections, des organisations féminines ont déposé il y a quelques jours un recours pour l'invalidation de certaines listes électorales. Une mesure qu'elles ont décidé d'expliquer sur la base de textes juridiques cet après-midi au cours d'un point de presse. Compte rendu, Ibrahim Zongo. À travers cette conférence de presse, les organisations de la société civile féminine du Burkina Faso entendent préciser les raisons qui ont motivé leur recours au Conseil constitutionnel aux fins d'invalider certaines listes des partis politiques pour les élections législatives. Ce, au regard de ce qu'elles considèrent comme une violation de la loi portant fixation de quotas aux élections législatives et municipales. Des échanges avec la CENI, qui était représentée le 31 juillet par le président de la CENI lui-même, avait rassuré les représentantes du Conseil des femmes venues des 13 régions du Burkina Faso sur la compréhension que la CENI avait de ces dispositions. C'est donc avec beaucoup de surprise et de regret que nous constatons les arguments ayant été développés pour remettre en cause l'esprit du législateur à travers l'écriture de l'article 154. Cet article stipule en son article 5 que sous peine de nullité, les listes de candidature doivent comporter au moins un candidat de l'un ou de l'autre sexe. Une disposition qui semble abroger la loi 010 de 2009 qui exige un quota de 30% des candidatures au profit de l'un et l'autre sexe, sous peine de perdre 50% du financement au titre de la campagne électorale. La loi 010 2009 portant fixation de quotas sur les listes aux élections législatives et les élections municipales, nous demandons quand même que cette loi-là soit respectée. Quand on prend l'article 5 au niveau de la sanction financière, je reviens là-dessus, nous demandons que les calculs soient faits conformément à l'esprit de la loi, conformément à ce qui est dit dans la loi. Que le parti qui ne va pas respecter les 30% sur la liste, je précise bien sur la liste, ne bénéficie pas de financement. L'actualité, c'est aussi le ministère de l'économie et des finances qui a procédé cet après-midi à la signature de 2 conventions avec la direction de la coopération suisse d'un coût global d'environ 4 milliards de francs CFA. Cet appui financier est destiné à l'organisation des élections, mais aussi à doter la RTB de nouveaux matériels performants pour une couverture médiatique plus dynamique. Des détails dans cet élément de Gaël Rodrigue. Signature de convention ce 20 août entre le ministère de l'économie et des finances et la direction de la coopération suisse. Cette cérémonie a consisté à la signature de 2 programmes de financement. Le premier d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA servira à l'organisation des élections. Il vient à point nommé, comme vous-même vous l'avez dit. Le processus est déjà engagé. On est en train de passer à une phase de croisière. Donc tout appui tendant à renforcer les capacités de la CENI, ou bien tout appui tendant à amener les citoyens à mieux exercer leurs droits dans le cadre des élections à venir ne peut être qu'une bonne chose. Près d'1 milliard de francs CFA, le second accord de financement vise à permettre à la radio-télévision du Burkina de délivrer à la population un service de qualité. Je suis un ministre comblé, je suis très heureux, d'autant plus que c'est une situation inédite. C'est l'une des rares fois qu'on obtient un financement de la part des partenaires techniques et financiers pour appuyer donc un média de service public. Et vous savez qu'on est dans un contexte économique difficile. Le gouvernement n'a pas pu faire de très gros investissements, même si des mesures ont été prises pour appuyer la RTB. C'est donc une mesure qui ne peut que nous rendre contents et heureux, d'autant plus que ça permettra de renforcer les capacités de la RTB, acheter du matériel, nous aider dans cette période électorale, mener la réflexion pour le changement du statut vers un média de service public. Donc voici autant d'éléments qui font que nous sommes évidemment très contents de cet accord qui nous permettra donc de faire de la RTB un véritable média de service et répondre aux attentes et aux défis donc de cette structure. La coopération suisse justifie le sens de cette convention de financement. Ces 2 programmes qui concernent des domaines très importants de la vie politique et de la vie démocratique d'un pays, l'appui à un processus électoral, un appui particulier pour les femmes et les jeunes pour assurer une pleine participation
de toutes et de tous à ces mécanismes démocratiques. Ça, c'est vraiment un domaine très important. Et le deuxième domaine, c'est un appui à un service public d'information qui, dans le contexte également du processus électoral et de la transition, l'information d'un service public est bien entendu cruciale. Donc je crois qu'il y a une grande cohérence dans ces deux actions et ça entre dans le cadre de notre appui bilatéral au Burkina Faso, dont nous avons célébré, je rappelle en passant, cette année 40 ans. Donc ça fait depuis 40 ans que l'on collabore ensemble, Burkina Faso-Suisse, pour la promotion du développement de ce pays. La signature de ces deux accords témoigne de l'excellence des relations de coopération qui existent entre la Suisse et le Burkina Faso. Une coopération vieille de plus de 40 ans. Et nous l'annoncions en titre, la mairie centrale de la ville de Ouagadougou a procédé ce matin au lancement de la 19e édition de la campagne communale de reboisement, communément appelée Ouaga la Verte. Une campagne de reboisement visant à préserver l'environnement urbain et la restauration du couvert végétal. Max Gombré. Lutter contre l'érosion et le réchauffement climatique, c'est entre autres l'objectif du lancement de la 19e édition de l'opération Ouaga la Verte dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Cette activité entre dans le cadre du lancement officiel au plan national intervenu le mardi 4 août dernier et dont le thème est « Une commune, une forêt ». Nous sommes aujourd'hui ici dans le site du centre de santé et de promotion sociale du secteur 19 de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou pour procéder au lancement de la 19e édition de l'opération Ouaga la Verte. Et cette opération consiste pour cette année avec pour thème une commune, une forêt et surtout pour planter utile de désigner le site du centre de formation pour un reverdissement. Vous n'êtes pas sans savoir que ces sites reçoivent du public et il est de bonne loi que lorsque les gens viennent ici pour des soins, qu'ils puissent trouver de quoi s'y abriter à l'homme. Ainsi, environ 40 000 plants d'espèces diversifiées seront mis en terre, dont 320 au niveau du centre de santé et de promotion sociale de Somgandé. Ce matin, nous allons mettre en terre environ 40 000 plants pour mettre en terre sur l'ensemble du territoire communal. Les espèces choisies, ce sont des manguiers, comme on venait de le dire, des eucalyptus, des terminalia, des mélinas, des flamboyants, des nérés, c'est-à-dire des espèces, beaucoup d'espèces locales. L'innovation de cette année se situe au niveau de l'entretien de ces plants. Nous avons mis à la disposition la commune avec un budget à hauteur de 20 millions, plus de 20 millions, à acheter des grilles de protection afin de protéger ces plants. Et bon, nous avons aussi insisté sur le fait que chacun doit planter utile. C'est-à-dire chacun, en plantant son arbre, doit veiller non seulement à sa protection, mais à son entretien en y apportant de temps en temps de l'eau. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Damien Gampiné, a invité l'ensemble de la population à participer massivement à cette campagne et à entretenir leurs plans afin que l'opération Ouaga la Verte soit un succès. Pendant que les autorités s'évertuent à protéger l'environnement, il existe de l'autre côté un fléau dévastateur, la coupe abusive de bois. Au Burkina Faso, c'est une pratique en pleine extension qui profite non seulement aux coupeurs de bois, mais aux populations. Une réalité dont traite ici Gaël Rodrigue. La coupe abusive du bois fait partie d'une des causes de la désertification dans notre pays. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, il n'est pas rare de constater des véhicules d'approvisionnement en bois de chauffe surchargés et sillonnant certains coins de la ville. C'est en brousse que nous partons chercher le bois chez les bûcherons. Nous parcourons environ 140 km. Lorsque nous revenons, nous passons récupérer les papiers au service des eaux et forêts. La taxe s'élève à 22 000 francs CFA. Cette dolotière chez qui est déchargé le chargement déclare être contraint d'utiliser ce combustible pour son activité.
Nous préparons l'eau de l'eau, mais ça ne s'achète pas vraiment ces derniers temps parce que nous sommes nombreuses. On ne peut pas travailler avec le gaz. Nous savons ce que ça vaut d'utiliser le gaz pour la préparation. Si nous utilisons le gaz, c'est difficile pour nous de vendre la calebasse à 50 francs. Le bois, on l'achetait à 125 000 francs, mais maintenant, ça avoisine les 250 000 francs. Ce chargement nous fait 2 mois d'usage, c'est pour cela qu'on dit que c'est cher. Pour cette femme, cela est dû à la rupture souvent du gaz butane. Mais on va faire comment? Comme il n'y a pas la gaz et puis il n'y a pas de charbon, on va faire comment? Si c'est pas, on va faire ça avec un peu. Il n'y a rien à faire pour avoir mangé. Donc, comme ça, là, 2 jours là, on ne peut pas avoir gaz. Il n'y a pas de charbon, donc tout est manqué. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train d'utiliser le bois là. Les dolotières ne sont pas les seules utilisatrices du bois. Au Burkina Faso, le bois constitue la principale source d'énergie des ménages selon une étude. Il est donc urgent que le département en charge de l'environnement prenne les dispositions idoines. Outre la coupe abusive du bois, la jacinthe d'eau aussi gagne du terrain dans les retenues d'eau du pays. Une plante dont la prolifération est due à l'action de l'homme. Des précisions ici avec Max Gombré. La jacinthe d'eau est devenue l'un des fléaux les plus importants pour les étendues d'eau douce. Le constat au niveau des barrages 1 et 2 de Tanguay nous laisse sans voix. Plante aquatique à la croissance rapide, elle provient de la famille des Pontederiacées. La jacinthe d'eau, c'est une appellation connue de façon, connue par le grand public, jacinthe d'eau, mais le nom, il a un nom scientifique qu'on appelle Eichhornia crassipes. En fait, c'est une plante aquatique, c'est une plante qui aime l'eau, qui vit dans l'eau. Voilà comment elle a plante. Mais l'origine là, selon les documents et selon la recherche documentaire, c'est une plante dont l'origine est de l'Amérique du Sud. Pour le directeur général de la préservation de l'environnement et du développement durable, Désiré Ouedraogo, cette plante existe par le biais de la nature, mais sa prolifération est favorisée par l'action de l'homme. Plante aussi qu'il faut reconnaître qui résiste beaucoup aux maladies et aux ravageurs. C'est pourquoi elle se prolifère rapidement. C'est une plante qui se prolifère parce qu'il y a le milieu où elle vit, il y a beaucoup de matière organique. Si vous prenez les 3 barrages de Ouagadougou, vous allez vous rendre compte qu'en saison non hivernale, saison sèche, la population part jeter les déchets d'ordures ménagères au niveau de ces barrages. Donc du coup, ça constitue une fumure organique pour cette plante-là. Et si vous regardez au niveau du barrage, vous allez vous rendre compte que c'est une plante qui envahit totalement la superficie. Les conséquences sur l'écosystème en général et sur l'homme en particulier sont énormes, à en croire M. Yamouego. Quand elle couvre l'eau, ça veut dire qu'elle empêche à l'intérieur, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Il n'y a pas beaucoup d'air, puisqu'elle pompe, en fait, elle concurrencie les autres espèces non seulement par la fumure organique, ça veut dire la matière organique, et aussi l'air. La littérature dit qu'on a utilisé la jacinthe d'eau pour plusieurs raisons, comme pour épurer les saletés de l'eau. Par exemple, dans certains pays, comme les boues, et dans ces boues-là, des eaux usées, là, vous allez trouver qu'il y a des métaux lourds. Les métaux lourds, ce sont des éléments chimiques dangereux pour l'homme et pour l'environnement. Donc quand on utilise cette plante-là, c'est pour qu'il puisse absorber ces métaux lourds-là. Donc il va sans dire que lorsque la plante, on n'arrive pas à enlever cette plante au niveau de l'eau, elle va pourrir au niveau de l'eau. Elle va pourrir quand l'eau va sécher. Et ces débris-là, cette pourriture-là va devenir quoi? Puisque si elle a eu à capter certains métaux lourds, certains déchets dangereux, certains produits chimiques utilisés par les marésiculteurs, et ça va se dégrader, c'est-à-dire que ça pollue l'eau. Et lorsque ça pollue l'eau d'une manière ou d'une autre, vous savez que ça a un impact négatif sur la vie de l'homme. Il faut rappeler que les autorités communales se sont attardées entre-temps sur ce sujet, mais une fois défrichés, les déchets restent au bord du barrage faute de ramassage. Est-ce une négligence ou un oubli de la municipalité? Quoi qu'il en soit, la jacinthe d'eau douce est devenue un fléau qui mérite que l'on s'y intéresse de façon sérieuse.
Et vu que nous parlons environnement, à 5 mois du sommet sur le changement climatique à Paris, des organisations de la société civile interpellent le président de la transition Michel Kafando. Sachant que le Burkina sera représenté à cette rencontre internationale, elles appellent les autorités à influencer les décisions qui seront prises lors du sommet pour améliorer l'avenir de la planète. Et dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2015-2016, le ministre de l'Agriculture, François Lompo, a visité mardi dans la région du centre plusieurs champs et autres réalisations. Malgré l'installation tardive de la saison, il a trouvé la physionomie des cultures assez bonne. Le Lalé Naba Tigré a fait parler son cœur au profit des sinistrés de Bissiguen. À la tête de l'association Belouette, il a procédé ce matin à une remise de dons de kits scolaires et autres matériels aux occupants des sites d'accueil. Gaël Rodrigue, reportage. Un acte de solidarité de plus pour les sinistrés du 2 août de Bissiguen. Le geste est de l'association Belouette et de l'ONG Litiran World Relief. Ce don est composé de couvertures, de kits scolaires et de layettes, d'une valeur estimée à plus de 2 millions de francs CFA. Ce don traduit l'acte de solidarité à l'endroit des personnes en difficulté, à en croire le président de Belouette, le Lalé Naba Tigré. Comme vous le savez, à Bissiga, il y a eu la pluie qui a mis près de 380 ménages dans le sinistre. En l'occurrence, plus de 1500 personnes sont en difficulté ici. Nous devons, en tant qu'Africains, en tant que Burkinabés, pur sang, de témoigner notre solidarité à ceux qui sont sinistrés. Parce que le sinistre peut arriver à tout le monde. Vous savez que ma modeste personne a été sinistrée l'année passée en de pareils moments. Et donc, ça peut arriver à tout le monde. Que l'on soit riche, pauvre ou de la classe moyenne, tout le monde peut être sinistré du jour au lendemain. Donc, tout citoyen qui a le peu à témoigner sa solidarité, son soutien, son appui moral à un sinistré doit savoir le faire parce que ça peut l'arriver aussi un jour. Pour les bénéficiaires, ce don vient à point nommé. Aussi invite-t-il d'autres bonnes volontés à en faire autant. Tout ce que j'ai à dire, c'est de les remercier. Nous les remercions beaucoup et encore solliciter de l'aide. C'est vrai qu'ils ont beaucoup fait pour nous, mais il reste encore à faire. Nous remercions le Lalé Naba pour tout ce qu'il a fait pour nous et nous demandons toujours son soutien. Cette visite du Lalé Naba aux sinistrés de Bissiguen a été l'occasion pour ces derniers de remettre aux parents du tout nouveau-né du site un kit de santé et des layettes. Et vous le savez, la présence des mineurs dans les débits de boissons est interdite. Pourtant, cette jeunesse fréquente ces endroits au vu et su de tous. Un constat qui a poussé Ibrahim Sanou à connaître la législation en vigueur, suivant son reportage. Dans la ville de Ouagadougou, il n'est pas rare de rencontrer des enfants qui s'adonnent à des activités diverses. On retrouve souvent ces enfants dans les débits de boissons, ce qui n'est pas sans conséquence dans la vie de ces derniers. Pourtant, depuis 1964, des lois existent pour interdire le travail des mineurs. Depuis 1964, il y a par exemple un décret qui réglemente la circulation des mineurs dans les débits de boissons. Donc, il y a longtemps que ce texte existe, par exemple. Il y a également le décret qui porte sur les travaux dangereux, dans lequel on dit que le travail au niveau du secteur informel, le travail dans les débits de boissons est interdit. Certes, des lois existent, mais des difficultés ne manquent pas quant à leur application. Il faut dire aussi que les difficultés d'application sont liées au manque de moyens pour prendre en charge même ces enfants-là. Si je prends l'exemple, on demande à la police, à la gendarmerie, oui, les enfants ne doivent pas être dans les débits de boissons. En une nuit, ils peuvent vous faire, en tout cas, prendre tous les enfants qui sont dans les débits de boissons. Ce n'est pas ça le problème, mais où ils vont les mettre. Il faut des mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement, il n'y a pas beaucoup de moyens pour ces mesures d'accompagnement-là.
Parce que chaque enfant qui sera pris doit être placé en attendant dans un centre d'accueil que l'État n'a pas. Même s'il y a beaucoup de partenaires qui interviennent, les services sociaux font leur travail et tout, les forces de sécurité font l'effort, mais ce n'est pas suffisant. Pour parer à toutes ces difficultés, des solutions sont proposées. Il faut que les actions là soient vraiment coordonnées et concertées. Il faut qu'il y ait plus de moyens pour permettre aux services sociaux, aux forces de sécurité de jouer leur rôle dans l'application de la loi. Parce que même pour appliquer une loi, ça nécessite un minimum de moyens. On ne se lève pas aller comme ça à pied dans un débit de boisson pour surveiller un enfant. On ne se lève pas main nue pour accueillir un enfant, pour pouvoir le prendre en charge. Mais il faut que vraiment on puisse amener les parents à comprendre et qu'ils assument aussi la part de leurs responsabilités, que l'État aussi puisse accompagner ces familles-là. L'État a sa part de responsabilité dans la prolifération de ces phénomènes, mais il appartient aussi aux parents de jouer leur partition pour que l'abolition du travail des enfants soit une réalité au Burkina Faso. Et dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, des artisans demandent, entre autres, un audit de la gestion du bureau sortant de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ils dénoncent dans leur lettre l'état de la mauvaise gestion au sein de la Chambre des métiers depuis sa création en 2010. Ils dénoncent également certains textes légaux régissant leur organisation. Une partie du mur du cimetière municipal situé non loin de la cathédrale a cédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Une nouvelle situation qui laisse entrevoir le mauvais état du cimetière. Ibrahim Sanou. Situé à côté de la cathédrale de Ouagadougou, le cimetière municipal de Ouagadougou est dans une situation peu reluisante. Ici, une partie du mur est tombée. À l'intérieur, des tombes qui côtoient des herbes qui sont souvent très hautes. Juste en face, une vendeuse de nourriture. C'est 10 jours comme ça. On ne se plaint pas. Non, le temps, ça ne fait rien. Pour certains, cette situation n'est pas facile. Sincèrement, nous, aujourd'hui, on était réveillés matin, on est venu trouver que le mur est tombé. Mais sincèrement, ça nous dérange. Puis que si ça tombe comme ça, bon, si on regarde les cimetières, c'est pas tellement propre. Mais le mur qui est tombé là, on ne sait pas c'est quel qui fait tomber ça. Bon, je pense que c'est le pilote qui fait tomber ça. On est soulevé le matin, venez trouver que ça est tombé. Et même s'il venait arranger ça, à peu près aussi, il va tomber. Le mur, on doit faire avec le béton, comme à l'époque. On est ici au cimetière municipal de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Les tombes présentent un autre visage. Ici, les maçons sont à pied d'œuvre pour le carrelage. Je suis là pour le carrelage avec mes employés. C'est ma deuxième fois d'être ici. Parce que nous tous, on est appelés à venir ici un jour. Donc, mieux vaut de s'attacher, qu'on ne peut pas rejeter ça. Espérons que le cimetière municipal de Ouagadougou retrouve son mur le plus vite possible et que ces herbes disparaissent pour le bonheur de la population. Hors de nos frontières, en Guinée-Bissau, c'est contre l'avis du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, parti au pouvoir, que le président José Mario Vaz a nommé ce jeudi un nouveau chef du gouvernement, Bassirou Dia. Une nomination qui risque d'embraser le pays après une semaine d'impasse politique suite à la destitution du Premier ministre Domingos Pereira. Déjà, le parti au pouvoir appelle à des manifestations. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.